Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin, c'est Thibault de Montbrial, avocat spécialiste des questions de sécurité. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rajoute que vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va évoquer avec vous, bien sûr, la question de la lutte contre le terrorisme. On parlera du projet de loi immigration en discussion à l'Assemblée nationale et de cette lettre que vous adressez au président de la République. Vous demandez un choc d'autorité. Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque ce qui s'est passé hier soir à l'Élysée et qui fait polémique. La première bougie d'Hanouka, la fête juive allumée par le grand rabbin de France, Chaim Corsia, aux côtés d'Emmanuel Macron à l'occasion d'une remise des prix dans la salle des fêtes de l'Élysée. Les réactions politiques se multiplient, notamment à gauche, où l'on dénonce une atteinte à la laïcité. C'est une atteinte à la laïcité, ils ont raison ? Alors les bras m'en sont tombés quand on m'a envoyé le message hier soir, j'ai cru que c'était une blague. En réalité, pas du tout. Et c'est en réalité une vraie faute politique parce que la laïcité est une des pierres angulaires de l'organisation sociale en France. Elle est soumise à rude épreuve du fait des coups de boutoir islamistes depuis un certain nombre d'années. Et le président de la République est vraiment le garant de cet équilibre qui fait que nous avons encore une cohésion sociale, même si elle est chancelante. Et de voir dans l'enceinte de la maison du président, de l'Élysée, qui est le temple républicain, de voir qu'il était commis un geste religieux, et quelle que soit la religion, c'est évidemment une faute parce que c'est un précédent. Dorénavant, d'autres religions vont pouvoir solliciter tel ou tel symbole propre à leur culte dans ces lieux. Et je rajoute que vous vous souvenez au moment de la marche contre l'antisémitisme, après le début de la vague d'antisémitisme qui, de façon sidérante, a commencé en France après l'abominable attaque du Hamas. Vous y étiez à cette marche contre l'antisémitisme. J'étais à cette marche et le président avait expliqué qu'il n'était pas venu pour ne pas porter atteinte à la laïcité. Alors que... C'est pas tout à fait les arguments qui avaient été utilisés. Il lui disait il faut que je suis le garant de l'unité. Si je commence à faire des manifestations toutes les semaines... Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage. C'était quand même un des arguments qu'on a entendu, notamment off. Et alors que, on peut discuter, mais en tout cas, il n'y avait pas de problème institutionnel parce que le président de la République participe à cette marche. D'autres, notamment en 2015, l'ont fait. Et là, on a eu une atteinte majeure, massive. Donc c'est quelque chose qui me déconcerte beaucoup. Je ne sais pas comment l'analyser. Est-ce que c'est parce que le pouvoir est très embarrassé par la montée de la violence, de l'antisémitisme, des violences de toutes sortes dont on va parler. Est-ce qu'il a fallu rassurer la communauté juive ? C'est une façon de rattraper le fait d'avoir été absent à la marche contre l'antisémitisme ? Je m'interroge, mais c'est pas moi qui ai la réponse. Est-ce que, dernière question là-dessus, est-ce que cela dit une forme d'incompréhension chez Emmanuel Macron de ce qu'est la laïcité à la française ? Je ne peux pas me permettre de dire que le président de la République ne comprend pas ce qu'est la laïcité à la française. Moi, mon ressenti ce matin, puisqu'on est vraiment à chaud sur la question, c'est que le pouvoir, et en particulier à l'Élysée, ils sont très déconcertés par ce qui se passe en France actuellement. On a un peu l'impression qu'il y a quelque chose de filandreux qui est en train d'arriver, que la cohésion sociale est en train de s'effriter très vite et qu'il faut coûte que coûte trouver des symboles. Je pense que celui-ci peut faire plus de mal que de bien. Thibault de Montbrial, je le disais, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Hier, dans les colonnes du Figaro, la première ministre Elisabeth Borne a voulu envoyer un message de fermeté. Je la cite, il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire, tout en rajoutant, je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Est-ce que vous partagez le diagnostic d'Elisabeth Borne ? Je me suis permis de lire la phrase, de vous apporter la phrase d'après. Elle dit « Ne soyons pas naïfs, certains ont tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens était en cause. » Vous êtes sensibilisé par cette phrase ? Ah non, moi je me sens visé par rien. Moi je pose un certain nombre de constats avec d'autres et je propose des solutions. Je dois vous dire deux choses. La première, c'est que Madame Borne n'arrive pas à sortir d'un vieux logiciel socialiste. Madame Borne, c'est une socialiste. Et elle commet la même erreur que Lionel Jospin en 2002. Vous vous souvenez, lors de la campagne présidentielle face à Jacques Chirac, on dit que ce qui fait que Lionel Jospin a été battu et n'a pas pu accéder au deuxième tour à quelques centaines de milliers de voix près, c'est sa difficulté à prendre en compte la façon dont l'insécurité en France impactait les Français. C'est-à-dire, lui disait au fond, j'ai fait l'erreur de croire que de faire baisser le chômage et de faire progresser la croissance suffirait
à régler la question de l'insécurité? Alors, en fait, de naïf, je vous ai fait préparer une petite surprise. J'ai préparé une liste très courte, j'ai fait une sélection des violences graves commises en France en une semaine, depuis le 1er décembre. Donc, le 1er décembre à Marseille, un braquage avec violence. Le 2 décembre à Paris, l'attentat islamiste. À Nantes, un supporter du FC Nantes tué d'un coup de couteau. Le 3 décembre, un jeune, Nicolas, enlevé, torturé dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, à tel point que les policiers ont été choqués en retrouvant l'état dans lequel il était. À Séris, dans le 77, 2 Algériens qui ont fait plusieurs cambriolages. Dans le Val d'Oise, à Daumont, le 4, Kendi, 15 ans, a été tué par une rixe, à la suite d'une rixe par arme blanche. Le 5 décembre, 2 adolescents à Marseille, 2 lycéens blessés à l'arme blanche pour un mauvais regard. Le 6 décembre, 3 policiers blessés à des endroits différents en France, dont 2 hors service et un traîné par un véhicule sur un refus d'obtempérer. Et le 7 décembre, en plein centre-ville d'Aurillac, dans le Massif central, un jeune homme a été agressé à coups de couteau et laissé pour mort avec plusieurs plaies au thorax. Mais Thibault de Montréal, vous avez le sentiment que le gouvernement ne voit pas cette réalité, parce que vous faites le procès effectivement à Elisabeth Borne disant que c'est la nouvelle Lionel Jospin. Dans la même interview, elle parle des 239 brigades de gendarmerie supplémentaires qui sont déployées sur le terrain. Elle revendique le bilan du gouvernement en termes de création de postes. Il y a des choses qui sont faites. Est-ce que vraiment on peut considérer qu'il y a la même naïveté qu'il pouvait y avoir il y a une vingtaine d'années? Moi, vous m'avez interrogé sur Elisabeth Borne, qui est Premier ministre. Moi, je vous réponds sur Elisabeth Borne. Maintenant, si on prend un peu de champ, les questions régaliennes ne peuvent pas se régler par la politique du en même temps. Quand on fait du en même temps, on fait du sur place. On ne peut pas avoir d'un côté des gens comme Gérald Darmanin qui ont indiscutablement pris la mesure de la situation, qui d'ailleurs nomment les choses. Gérald Darmanin parle d'ensauvagement et il est à l'initiative d'un certain nombre de lois qui vont dans le bon sens. Et de l'autre, des gens comme un axe très à gauche qui part de Matignon et passe par la justice et en passant par, quand même, il faut bien dire, une majorité du gouvernement et une partie de la majorité à l'Assemblée nationale, qui fait que ce gouvernement est contraint d'être toujours à U et à dia, mais quand vos 2 jambes vont chacune dans une direction différente, vous avez un claquage. Et donc ça, c'est pas possible. En matière, vous parlez des résultats, il y a des initiatives qui sont faites, certaines sont bonnes. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur fait ce qu'il peut. Mais par contre, les résultats, ils sont catastrophiques. La violence explose en France. Vous dites, il n'y a pas dans le débat qu'il peut y avoir sur le sentiment d'insécurité, vous dites, il y a une progression constante de l'insécurité. Alors, il y a une progression constante de l'insécurité avec une augmentation des violences, une augmentation de leur intensité et une baisse de leur seuil de déclenchement. C'est-à-dire ça commence plus tôt et ça monte plus vite. Donc, et en plus, les courbes qui ont commencé à monter assez fort depuis le début de la décennie 2010 s'amplifient à partir de la fin du premier confinement. Donc nous sommes dans une société... Parce que certains expliquent que si on dézoome un peu et qu'on prend le temps long, 50 ans, la société n'est pas franchement plus violente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 4 ou 5 décennies. Alors ça, c'est un argument relativiste. Et cet argument relativiste n'a pas de valeur aujourd'hui parce que nous sommes c'est très bien de faire l'analyse dans le temps long. C'est vrai qu'il y a moins de violence qu'au Moyen-Âge, mais c'est pas le sujet des gens qui la vivent aujourd'hui. C'est pas tout à fait le Moyen-Âge. Et c'est pas non plus le sujet des policiers sur le terrain. Si vous parlez aux policiers, aux gendarmes, aux procureurs, aux préfets, tout le monde fait le même constat. Mais je vais vous dire, Benjamin Duhamel, quand vous parlez en off aux gens qui dirigent le pays, ils le font aussi. Le problème, et ça nous renvoie peut-être à votre première question, c'est que moi je constate une forme de tétanie. C'est-à-dire que nous sommes à un moment de notre histoire où il y a un vrai risque pour la cohésion de la société française. C'est pour ça que j'appelle à ce choc d'autorité qui n'est pas une politique, c'est un préalable à une politique qui passera par l'éducation et la culture pour reconstruire un socle de vie commune dans notre pays. Mais alors justement, vous citez cette lettre que vous adressez au président de la République et sur la question de l'insécurité, vous dites, je vous ai lu, qu'il faut, je cite, procéder à des opérations de police vigoureuses avec bouclage de zones suivies de ratissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, pour introduire le sujet, je dis qu'il y a 3 grands domaines sur lesquels il faut que ce choc de sécurité soit effectif. Le premier, c'est la politique migratoire. Le deuxième, le deuxième, c'est ce dont on va parler là sur votre question, c'est la question de la police. Et ensuite, la question de la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le facteur le plus déstructurant dans notre pays? C'est-à-dire, quand j'appelle déstructurant, qui sépare les Français et les étrangers qui vivent dans notre pays en étant parfaitement intégrés, en étant heureux d'y être, du reste d'une population qui est parfois délinquante et parfois séparatiste. C'est
beaucoup ce qui se passe dans les quartiers et en particulier le trafic de drogue. Il faut aujourd'hui assumer que dans l'intérêt des plus défavorisés, c'est ça qu'il faut bien entendre, c'est pour libérer tous ces gens qui sont contraints par quelques centaines d'individus qui pourrissent le quartier. Regardez Romans-sur-Isère et ce que Mme Toraval, le maire, explique depuis une semaine. Eh bien, il faut que l'État assume des opérations avec et il ne le fait pas. Le choix assumé. Et c'est ça la différence. D'accepter d'utiliser la violence légitime lorsque ce sera nécessaire. C'est-à-dire que si vous faites un vrai bouclage de zone, c'est-à-dire que vous empêchez les gens d'entrer et de sortir et que vous ratissez, aujourd'hui, les voyous qui sont dans les quartiers où souvent la police ne peut pas rentrer, eh bien, vont commencer par résister. Et il faudra, dans ce cas-là, appliquer la loi et garantir aux policiers et aux gendarmes qu'ils seront protégés par leur hiérarchie et par la justice si, face à des gens qui s'opposent à eux par la violence, ils utilisent la violence. Mais pardon, Thibault de Montréal, parce que vous utilisez des mots, violence légitime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les policiers aillent dans les quartiers et utilisent leur arme de service face aux dealers? C'est-à-dire que si on veut enlever les métastases, il faut faire des opérations, d'ailleurs c'est le même terme en matière médicale qu'en matière policière, et il ne faudra pas s'interdire d'y aller sous prétexte qu'il risque d'y avoir de la violence. C'est le cas aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on interdit, le pouvoir politique est frileux de faire certaines opérations dans des quartiers, parce que eux disent au contraire, s'il y a ces règlements de compte, c'est parce qu'on est en train de démanteler un certain nombre de points de deal. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur a une très bonne, il comprend les choses et il a une politique volontariste sur les petits points de deal. Mais là, il faut faire une opération, il faut faire ce genre d'opération x10. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant d'aller faire, ce qui est déjà bien, des points de deal, même si c'est beaucoup disent que c'est enlevé avec une grosse louche de l'eau, pour être gentil, de la bassine et pour être méchant de la mer, pas méchant avec les politiques, mais méchant avec la situation. Là, il faut passer à quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller libérer les habitants et extraire les voyous de ces quartiers. Vous savez, je cite dans cette lettre un ancien Premier ministre, évidemment, vous allez me demander qui, je vais vous dire que je ne peux pas vous dire, m'expliquer. C'est un Premier ministre de la décennie précédente, m'expliquer qu'il avait demandé à ses services la liste des 100 familles les plus délinquantes en France. Et que sur ces 100 familles, 100%, pas 99, 100% étaient originaires soit du Maghreb, soit d'Afrique subsaharienne. Et je lui ai demandé, pourquoi il n'avait pas rendu cette liste publique. Il m'a répondu pour des raisons évidentes, je cite. Alors, lesquelles? Et ensuite, je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas eu des opérations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, vous faites un lien direct entre le fait d'être issu de l'immigration et un aspect violent ou criminogène? Ça, c'est statistiquement établi. Alors, on peut se lancer dans toutes sortes de chiffres. Je vous en donne un. Il y a en France 10,3% d'étrangers qui vivent sur notre territoire et en prison, 25% des détenus sont étrangers. Mais je reviens à la question. C'est pas moi qui dis ça, c'est cet ancien Premier ministre. Donc, il y a aujourd'hui un refus de dire les choses et surtout un refus d'aller assumer ce que nos concitoyens attendent. Benjamin Duhamel, si on faisait ça, 80% de la population appuierait le pouvoir qu'il déciderait. Il y aurait un plébiscite. Et je vais vous dire pour finir que les principaux intéressés qui applaudiraient des deux mains, ce sont ceux des étrangers qui vivent dans notre pays ou qui sont français d'origine étrangère et qui sont complètement intégrés et qui vivent le pacte républicain et que la République doit protéger au même titre que nos concitoyens qui sont là depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que c'est multivertueux. Il faut juste un peu de courage. J'aimerais qu'on aborde, Thibault de Montbrial, la question du terrorisme. L'attentat près de la Tour Eiffel samedi dernier a mis en lumière la question de la sortie de prison des détenus condamnés pour terrorisme islamiste. Il y en a aujourd'hui 391 en détention, avec des sorties prévues en 2023, 75, 41 en 2024, sans compter les plus de 460 détenus de droit commun considérés comme radicalisés. Ce sont des bombes à retardement? Pour vous faire une réponse courte, oui. Absolument. Moi, je ne crois pas, depuis le temps que je travaille sur ces questions, je ne crois pas à la déradicalisation. C'est un terme que maintenant je n'utilise plus que entre guillemets. C'est très bien d'avoir essayé. Il y a eu toutes sortes d'initiatives et il faut jamais désespérer. Il faut jamais baisser les bras. Mais en réalité, il y en a très peu qui sont réellement sortis de cette spirale à la fois violente mais idéologique. Vous savez, on oublie souvent l'idéologie. C'est l'idéologie islamiste. C'est la violence au service d'une idéologie. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 600 qui sont déjà sortis. Je crois 598 de mémoire, mais enfin en grande masse 600, et il y en a beaucoup qui restent dans une logique extrêmement agressive envers la France. Et donc il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut mettre en œuvre ce que demande un certain nombre de forces politiques, la droite, le RN, la rétention de sûreté, élargie, systématisée aux condamnés pour terrorisme? Elisabeth Borne dit toutes les propositions peuvent être sur la table.
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, on a, parce qu'il faut, avant de vous répondre, alors la réponse est oui, hein, je suis pas, je suis transparent avec vous, et j'ajoute pour que chacun comprenne bien, la problématique qui se pose à nos services de renseignement, c'est que vous avez un certain nombre d'individus à surveiller, on appelle ça des cibles, et vous avez des effectifs et des moyens à la fois techniques et humains. Et aujourd'hui, le nombre de cibles, si on prend les gens dont vous venez de parler, si on y ajoute des gens qui sont susceptibles d'être projetés de l'étranger, ce qui n'était plus le cas depuis 2017, et ce qui est à nouveau le cas depuis cette année, ce qui est un vrai sujet. Ce qui revient un peu ce qu'on appelle la menace exogène. C'est un vrai sujet avec des gens projetés d'Afghanistan via la Turquie, dont on parle encore très peu. J'espère qu'on ne va pas être obligé, que tout à coup, ça ne va pas être projeté à la une de l'actualité. C'est un sujet. Donc, si on prend le nombre de gens à surveiller et les effectifs et les moyens techniques, les services de renseignement français, qui ont considérablement progressé grâce à des initiatives prises, notamment sous le président Hollande, Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve, il faut le dire, eh bien, n'ont pas les moyens de surveiller en permanence tout le temps tout le monde. Donc à un moment, il va falloir tirer les conclusions de ça. Le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. C'est le premier. Alors, la démocratie a le droit de se défendre, et comme vous dites, enfin, en l'occurrence, comme Madame Borne, pour le coup, a dit, toutes les questions sont sur la table. Alors, elle n'a pas dit la façon dont elle allait y répondre, hein, mais en tout cas, toutes les questions... en expliquant qu'il y avait déjà des mesures qui permettaient alors, elle a fait notamment, de suivre ceux qui sortent de prison, et il y a un suivi de fait administratif, judiciaire. Heureusement. Non, mais attendez, je dis pas, il faut bien écouter ce que je dis. Je ne dis pas que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Je dis que là, ils ont agi, et c'est sans doute le domaine sur lequel ils ont le mieux agi. Mais on est avec des sacs de sable sur une plage alors que c'est un tsunami qui arrive. C'est ça le problème auquel nous sommes en train de faire face. Et avec en plus, sur le territoire français, une partie de la population qui vit sur notre territoire, heureusement minoritaire, mais quand même réelle, qui est mue par la même idéologie que ces gens qui veulent utiliser la violence contre nous. Il faut prendre toutes ces questions en considération. Et vous savez que je parlais tout à l'heure des difficultés sur la cohésion nationale. Si nous étions frappés plusieurs fois durement, je pense que la cohésion nationale pourrait pour le coup exploser. Et vous avez vu qu'on a eu pour la première fois des réactions de l'ultra-droite avec un risque de violence physique de la part de l'ultra-droite, sur lequel le gouvernement communique en exagérant sans doute un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour vous, il n'y a pas de menace de l'ultra-droite? Ah ben si, je viens de le dire. Je dis juste qu'ils exagèrent dans la com. Ah oui, vous trouvez qu'ils ont, comment dire, trop mis en avant cette question de l'ultra-droite? Oui, parce que je pense que en réalité, si on regarde les rapports de force et l'histoire sur 8 ans, il y a pas photo. L'ultra-droite n'a tué personne. Les islamistes ont tué beaucoup de gens, etc. L'ultra-droite, il y a eu un attentat, Monsieur Ramburu, rugbyman, qui a été tué. Non, ça c'est pas un attentat. Je dis pas que l'ultra-droite ne tue jamais personne. Je dis pas que l'ultra-droite ne tue jamais personne. Je dis qu'il n'y a pas eu d'attentat ultra-droite. Il y en aura. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, et de toute façon, il risque d'y en avoir. Et c'est là le point. Et en réalité, Benjamin Duhamel, et c'est la chose sans doute la plus importante, et c'est pour ça que je prône ce choc d'autorité, et que j'ai écrit cette lettre ouverte publiée par Valeurs Actuelles, mais que j'ai envoyée physiquement à Emmanuel Macron, où je dis, si l'État ne le fait pas, alors ce sont des groupes privés, parce que la nature a horreur du vide, et qui vont, si l'État s'affaisse, vous savez, la nature a horreur du vide. Il va y avoir un phénomène, il pourrait, je suis au conditionnel, y avoir un phénomène à la sud-américaine où les gens s'organisent et où l'État n'ait plus la main sur l'ordre public, alors du coup, encore moins sur la paix publique dans le pays. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme, c'est pour éviter ça. Il nous reste quelques instants, je voudrais aborder enfin la question de l'immigration. Le texte arrive dans l'hémicycle lundi prochain. Vous demandez dans cette lettre toujours de stopper immédiatement l'immigration incontrôlée. Est-ce qu'en l'état du texte, il vous paraît à la hauteur de ce que vous demandez, de cet objectif que vous souhaiteriez que le gouvernement se fixe? Moi, je prône une suspension des accords européens. Je pense que nous sommes en urgence absolue pour filer la métaphore médicale sur la question migratoire, avec des conséquences culturelles, sociales, un coût démesuré, sécuritaire, on vient d'en parler. Le ministre de l'Intérieur dit que ce serait un double Frexit, c'est ce qu'il a dit aux Républicains qui souhaitaient effectivement réformer la Constitution pour s'exonérer d'un certain nombre de traités. Le projet des Républicains, il est essentiel. Pour le coup, ce serait un avancée majeure. Gérald Darmanin, il est dans le débat politique. Sur le fond et en un mot, la loi, il y a des choses qui vont dans la bonne direction, mais elle crée, même si ça a été mesuré, elle crée quand même un appel d'air avec l'article 4 bis. On sait aujourd'hui que les gens qui rentrent, même si on leur dit c'est que pour 18 mois ou 2 ans, s'ils ne partent pas volontairement, ils ne partiront pas. On ne peut pas expulser les gens aujourd'hui en France. Donc, ce serait un petit pas dans la bonne direction sur tout un tas de choses, mais en pratique,
la mère de toutes les batailles, c'est de contrôler les gens qui rentrent, parce que de toute façon, les gens qui ne sont plus désirés sur le territoire ne peuvent plus être expulsés. Et un dernier mot, la politique migratoire, c'est une question de souveraineté. Elle ne doit pas être gérée par l'émotion. Et c'est pas bien ou mal. Un peuple, un gouvernement doit protéger son peuple. Et il faut absolument que la France, comme tout un tas d'autres pays, notamment anglo-saxons, maîtrise les flux migratoires sur son territoire. Une toute dernière question rapidement, Thibault de Montbrial. On voit les sondages se multiplier qui montrent un renforcement de l'adhésion aux idées du Rassemblement national et sa normalisation qui va croissante. Il s'approche du pouvoir. Est-ce qu'il pourrait porter les idées que vous défendez, notamment dans cette lettre au président de la République? Je pense que nous sommes en train de percevoir l'addition de 40 ou 50 ans de beaucoup de lâcheté et de renoncement de tous les politiques qui ont gouverné. Je pense que chacun était dans des postures. Et moi, si j'avais un petit pari à faire, c'est que sur la ligne de départ en 2025-2026, il n'y aura pas forcément les mêmes personnes que vous ne répondez pas tout à fait à ma question sur le fait que savoir si vos idées pourraient être portées par une force politique comme le Rassemblement national. C'est ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la ligne de départ en 2025-2026 ne sera pas forcément celle à laquelle on pense aujourd'hui, y compris pour ce qui est du côté du Rassemblement national. Merci beaucoup Thibault de Montbrial. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.